Avez-vous déjà surpris votre regard dans le miroir et le silence de la pièce vous a soudainement assourdi d'une seule question? Et c'est tout? Non. Comme si le train de votre plus grand potentiel était déjà parti et que vous étiez resté sur le quai froid, observant simplement au loin disparaître les feux des vies d'autrui, plus brillantes. Mais que se passerait-il si ce sentiment n'était pas le signe de la fin, mais le signal précis d'un commencement? Et s'il existait une loi psychologique qui stipule que la première moitié de la vie n'est qu'une préparation nécessaire? Carl Jung, le grand cartographe de l'âme, nous a laissé une carte détaillée de ce territoire inexploré. C'est la loi du second départ. Au cours de l'heure qui suit, nous n'allons pas simplement analyser cette crise. Vous comprendrez pourquoi la première moitié de la vie doit se terminer par un sentiment d'impasse. Vous découvrirez quelle grande tâche votre âme vous confie en ce moment précis. Et le plus important, vous verrez comment transformer les cendres même des regrets en carburant pour l'étape la plus sensée et la plus authentique de votre vie. C'est notre contrat. Si vous êtes prêt à cesser de regarder en arrière et à commencer à regarder en vous, notre voyage commence. Tout de suite. Et maintenant que le contrat est conclu, laissons un instant la vitesse de côté et plongeons-nous dans le silence. Parlons de ce sentiment. Non pas d'une grande tragédie, mais du bourdonnement silencieux et corrosif sous la surface de vos jours. C'est le sentiment d'être un acteur talentueux qui est monté sur la scène de sa propre vie et a soudainement oublié tout son texte. Le décor est en place. Travail, famille, statut social. Le costume est parfait, mais vous êtes sous les feux des projecteurs et dans votre âme, il y a un silence assourdissant. Vous continuez à improviser, à sourire, à vous incliner, mais la pièce n'a pas été écrite par vous et les applaudissements, même s'il y en a, sonnent faux, comme la pluie sur un toit en carton. Il vient le matin. Cette panique silencieuse, lorsque le calendrier sur le mur crie plus fort que le réveil. Chaque page tournée n'est pas simplement un nouveau jour, mais un reproche silencieux. Le reproche que le temps passe et que vous restez immobile dans la salle d'attente de votre propre vie, où il vous rattrape le soir, dans la lumière bleue de l'écran. Le fil d'actualité du succès d'autrui, filtré, et vous sentez ce goût amer et métallique dans la bouche. Ce n'est pas de l'envie, c'est quelque chose de plus profond. C'est le deuil des versions de vous-même qui n'ont jamais vu le jour. C'est le sentiment que votre feu intérieur ne s'est pas éteint. Non, il est toujours là. Mais il ne brûle pas, il couve lentement sous les cendres lourdes et humides des attentes des autres, des obligations quotidiennes et des déceptions passées. Votre boussole intérieure, qui indiquait autrefois si sûrement le nord, n'est pas cassée maintenant. Son aiguille tourne simplement frénétiquement, incapable de trouver le champ magnétique du sens dans ce brouillard. Et lorsque vous vous tenez au milieu de ce paysage brumeux, à l'écoute du bourdonnement de votre propre désarroi, la première chose que vous devez entendre, ce ne sont pas des reproches, mais la vérité. Permettez-moi de vous dire avec une certitude absolue, si vous ressentez cela, sachez que tout va bien pour vous. Plus encore, vous vous trouvez à un point où, tôt ou tard, chaque âme profonde arrive. Ce n'est pas le symptôme de votre échec personnel, c'est le symptôme de votre préparation à un nouveau niveau d'existence, plus authentique. Comprenez une chose simple, les personnes véritablement superficielles ne connaissent pas de telles crises. Elles n'ont jamais l'impression de jouer dans la pièce de quelqu'un d'autre, car le scénario écrit par la société leur convient parfaitement. Leur boussole ne tourne pas frénétiquement, car elle n'a jamais été allumée. Elles ne posent pas de questions profondes et dérangeantes, et n'ont donc pas à faire face au silence en guise de réponse. Votre douleur est le privilège de la profondeur. C'est la nostalgie sacrée de l'âme qui a dépassé sa vieille enveloppe et qui exige plus d'espace, plus de sens. Vous ne souffrez pas parce que vous êtes faible, mais parce qu'il y a en vous une force qui ne peut plus tolérer les compromis. Ce n'est pas une défaillance de votre système. C'est une invitation de votre système à une mise à jour totale. Ce n'est pas une maladie. C'est une fièvre curative, destinée à brûler tout ce qui est faux et superficiel. Alors cessez d'avoir honte de cet état. Cessez de le considérer comme votre malédiction. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes sur la bonne voie. Et lorsque vous acceptez que votre état n'est pas une défaillance, mais une étape normale du chemin, nous pouvons faire le pas suivant, le plus audacieux. Nous pouvons poser la question qui peut tout changer. Et maintenant, imaginez un instant. Laissez simplement cette idée pénétrer votre conscience.
Et si tout ce que vous aviez l'habitude de considérer comme vos plus grandes erreurs, ce mauvais choix de carrière qui vous a mené à ce bureau gris, ces relations qui se sont terminées en ruine et ont laissé des cicatrices sur votre cœur, ces occasions manquées qui murmurent encore la nuit, et si n'étaient en réalité pas des erreurs, mais les leçons les plus précises et les plus nécessaires du programme d'étude de votre âme. Et si votre âme était un stratège de génie qui vous a délibérément guidé à travers ce labyrinthe complexe, vous forçant à emprunter des impasses pour que vous appreniez la patience, vous laissant vous perdre pour que vous appreniez à faire confiance à votre intuition plutôt qu'aux cartes des autres. Et si, sans l'amertume de la déception, vous n'aviez jamais connu le vrai prix de l'authenticité? Et si, sans l'expérience de la perte, votre cœur n'avait pas acquis la profondeur de compassion dont il a besoin en ce moment même? Toute votre expérience dite « ratée » n'était qu'un moyen d'accumuler un capital unique de sagesse, sans lequel votre prochain pas, le pas le plus important de votre vie, est tout simplement impossible. Cette idée peut sembler radicale, voire impossible, et c'est normal, parce que notre esprit, notre perception de la réalité, est empoisonné par plusieurs mythes profondément enracinés. Des mythes sur le succès, sur le temps, sur la trajectoire même de la vie humaine. Ce ne sont pas simplement vos illusions personnelles, ce sont des programmes invisibles, intégrés à notre culture. Nous les respirons depuis l'enfance, ils deviennent une partie de notre système d'exploitation, et nous ne remarquons même pas comment ils nous dictent ce que nous devons ressentir à propos de notre âge, de nos réalisations et de nos échecs. Ils créent une norme interne selon laquelle nous nous jugeons, et cette norme est fausse. Ces mythes construisent autour de nous une prison invisible, une prison de regrets et d'occasions manquées. Et pour comprendre le paradoxe du second départ, pour trouver la liberté d'un nouveau chemin, nous devons d'abord, sans pitié mais avec la plus grande compassion pour nous-mêmes, abattre ces murs. Nous devons exposer ces axiomes culturels à la lumière et voir à quel point ils sont fragiles. C'est une préparation nécessaire. Avant de pouvoir déployer la vraie carte, nous devons brûler la fausse. Alors, allumons la lumière dans cette pièce sombre et faisons face aux trois principaux gardiens de notre prison intérieure. Ce ne sont pas simplement de mauvaises pensées. Ce sont de puissants programmes culturels qui fonctionnent en arrière-plan, déformant notre perception de la réalité. Le premier gardien est le plus cruel. C'est le mythe du chemin linéaire. L'idée tyrannique selon laquelle la vie devrait ressembler à une échelle de carrière impeccable ou à un escalator qui ne fait que monter. Dès l'enfance, on nous inculque ce modèle. École, université, premier emploi, promotion, encore une promotion, le sommet. Dans cette vision du monde, il n'y a pas de place pour les plateaux, les vallées où Dieu nous en garde, un pas de côté. Toute pause, toute recherche créative, tout changement de direction est perçu non pas comme un repos nécessaire ou une sage correction de cap, mais comme une panne honteuse, une défaite personnelle. Ce mythe vous oblige à mesurer votre vie à la verticale, alors que l'âme aspire à s'étendre à l'horizontale. Le deuxième gardien est le mythe de la vocation unique. C'est la croyance toxique et romancée selon laquelle, quelque part dans notre jeunesse, un saint Graal était caché pour chacun de nous, une seule et unique véritable vocation. Et si à 25 ans vous ne l'avez pas trouvé, si vous n'avez pas déchiffré les signes du destin, alors c'est fini, vous avez perdu. Ce mythe dévalorise toute l'expérience accumulée si elle ne mène pas directement à cet objectif mythique. Il vous fait voir votre vie diverse et complexe comme une succession d'erreurs, et non comme une série d'expériences qui forgent votre unicité. Vous cherchez une seule porte, sans remarquer que vous êtes au centre d'une salle aux centaines de chemins. Et enfin, le troisième gardien, le mythe de l'apogée dans la jeunesse. Notre culture est obsédée par le succès précoce. Elle glorifie les prodiges, les fondateurs de start-up à 20 ans, les listes des 30 de moins de 30 ans. Ce culte crée la fausse impression que toute l'énergie créatrice, tout le potentiel, toute la force vitale sont concentrés dans le premier tiers de la vie. Et que tout ce qui vient après 40 ans n'est qu'un lent déclin, un épilogue, la fin de la partie. Ce mythe transforme la maturité de saison de récolte de la sagesse en saison de flétrissement et de regret. Ces trois mythes s'entrelacent pour former les barreaux solides de la cage qui vous retient prisonnier. Et vous, en suivant leur logique erronée,
ressemblez à un nageur courageux qui s'efforce de nager à contre-courant d'une rivière puissante. Vous luttez, vous vous épuisez, parce que sur votre vieille carte délavée, il est écrit qu'il faut nager tout droit. Mais vous ne remarquez pas l'essentiel. La rivière elle-même a depuis longtemps et irrévocablement changé de cours. Le problème n'est pas vous. Le problème est de la carte. Et quand nous voyons que les vieilles cartes nous trompent, nous en avons besoin d'une nouvelle. Et la carte la plus précise, la plus sage, ne se trouve pas dans les livres sur le succès, mais dans la nature elle-même. Arrêtons un instant de voir votre vie comme une carrière, et voyons-la comme une année, avec son inévitable succession de saisons. La première moitié de votre vie a été votre été psychologique. Souvenez-vous de cette énergie. Le soleil était à son zénith, les jours étaient longs, et il semblait que vos forces étaient infinies. Toute votre énergie, par sa nature même, était dirigée vers l'extérieur. La tâche de l'été est l'expansion, la croissance, la conquête de territoire. Vous deviez construire une maison, planter des arbres, élever des enfants, conquérir votre place sous ce soleil. Vous construisiez votre ego, votre masque social, votre persona, un navire solide, comme nous le verrons plus tard. Et c'était juste, c'était nécessaire. Vous deviez prouver au monde et à vous-même que vous le pouviez. Mais un jour, imperceptiblement, quelque chose change. Le soleil commence à se coucher plus tôt, l'air devient plus transparent et plus froid. L'automne de l'âme arrive, et ce n'est pas une catastrophe, c'est la loi. Le vecteur interne de l'énergie qui toute votre vie a été dirigé vers l'extérieur, vers les réalisations, commence lentement mais inexorablement à se tourner vers l'intérieur. Et c'est là que réside la clé de votre état. Votre apathie, votre fatigue, votre incapacité soudaine à vous réjouir de ce qui vous réjouissait hier, ce ne sont pas les symptômes de votre échec personnel. Ce sont les symptômes naturels et prévisibles de l'arrivée de l'automne psychologique. Votre âme n'est pas brisée, elle change simplement de saison. La tâche de l'automne n'est plus la croissance, mais la récolte. Non pas la conquête du nouveau, mais la prise de conscience de ce qui a été accumulé. Non pas l'expansion, mais l'approfondissement. Imaginez un pommier magnifique et robuste en octobre. Il commence à perdre son beau feuillage. Un jardinier ignorant, élevé dans le culte de l'été éternel, pourrait penser que l'arbre est en train de mourir. Il se mettrait en panique à l'arroser de stimulants de croissance, à le secouer, à lui crier de refleurir. Mais le sage pommier ne l'écoute pas. Il connaît la loi. Il se débarrasse des feuilles qui ne lui servent plus pour conserver son énergie. Il dirige toute sa sève des branches extérieures vers les racines intérieures. Il ne meurt pas. Il se prépare pour l'hiver afin de donner au printemps des fruits entièrement nouveaux et plus forts. Vous êtes ce pommier. Et votre esprit, élevé dans les mythes du succès éternel, est le jardinier paniqué. Vous essayez de vous forcer à fleurir alors qu'il est temps de vous tourner vers vos racines. Votre apathie n'est pas le signe d'une panne. C'est la sagesse de votre organisme qui exige que vous cessiez de dépenser de l'énergie pour la croissance externe et que vous la dirigiez vers la maturation interne. Cette métaphore ne restera qu'une belle histoire si nous ne l'utilisons pas comme un outil de diagnostic. Et maintenant, je veux vous demander de faire quelque chose d'important. Pas seulement d'écouter, mais de faire. Car la véritable compréhension ne naît pas de l'écoute passive, mais de l'auto-exploration active. Je vous demanderai d'être parfaitement honnête avec vous-même, sans jugement, sans auto-flagellation, avec la curiosité tranquille d'un chercheur. Personne ne verra votre réponse. C'est une conversation entre vous et cette partie de vous qui connaît la vérité depuis longtemps, mais qui a peur de la dire à voix haute. Et maintenant, je vais vous poser une question. Et je vous demande de la laisser pénétrer sous votre peau, dans les recoins de votre âme où vous avez peur de regarder. Quelles actions, quelles pensées, quelles relations dans votre vie ressentez-vous comme une tentative désespérée et épuisante de prolonger l'été? À quoi vous accrochez-vous par peur, alors que votre intuition, votre baromètre intérieur, crie depuis longtemps que la saison est passée? Peut-être est-ce cette course à la carrière qui vous enflammait autrefois, mais qui ressemble maintenant à une course sur place dans une salle de sport étouffante et sans air. Vous courez toujours, mais vous ne savez plus ni où ni pourquoi. Ou s'agit-il de relations qui sont devenues une habitude depuis longtemps, qui ont épuisé leur force vitale, mais vous vous y accrochez parce que la peur de la solitude semble plus effrayante que ce vide silencieux? Peut-être s'agit-il d'obligations sociales,
de vieux rôles, l'âme de la fête, l'ami fiable, le professionnel irréprochable, qui exige de vous une énergie que vous n'avez plus? Et maintenant, je vais vous demander de faire une chose. Et je le dis très sérieusement. Mettez cette vidéo en pause. Prenez un stylo et du papier ou ouvrez les notes sur votre téléphone. Et écrivez-le. Notez toutes vos tentatives pour retenir l'été qui s'en va. Nommez ces fantômes. Car seul ce qui est nommé peut être conscientisé, et seul ce qui est conscientisé peut être lâché avec gratitude. Ce n'est pas une liste de vos échecs. C'est un inventaire de ce qui avait de la valeur, mais dont la date de péremption est passée. On ne peut pas vraiment entrer dans l'automne sans dire adieu à l'été. On ne peut pas récolter si nos mains essaient encore de retenir les fleurs qui ont déjà fané. C'est le premier et peut-être le plus difficile pas pour cesser de lutter contre vous-même et commencer à coopérer avec votre âme. Faites-le. Si vous l'avez fait, si vous avez mis la vidéo en pause et regardé honnêtement votre liste, vous avez accompli un acte d'un courage psychologique incroyable. Vous avez nommé ce que la plupart des gens fuient toute leur vie. Ce que vous voyez sur cette feuille n'est pas une liste de vos échecs. C'est la carte d'un changement tectonique qui se produit dans les profondeurs de votre âme. Et cette transition de l'été à l'automne, de l'âme, n'est pas seulement une belle métaphore que nous avons inventée pour cette vidéo. C'est une loi fondamentale du développement humain, une réalité objective de la psyché. Et ce que vous venez peut-être de découvrir par votre expérience personnelle et intime, un médecin suisse l'a découvert et décrit il y a plus de 100 ans avec le respect émerveillé d'un explorateur. Un homme qui n'a pas eu peur de quitter les sentiers battus de la science académique pour devenir le Magellan du monde intérieur. Il s'appelait Carl Gustav Jung. Jung, en travaillant avec des centaines de patients traversant la crise de la quarantaine, a remarqué une régularité frappante. Il a vu que la vie humaine se divise nettement en deux grandes moitiés, aux tâches complètement différentes. La tâche de la première moitié est l'adaptation au monde extérieur. Construire une carrière, fonder une famille, trouver sa place dans la société. C'est le travail de l'ego. Et il est absolument nécessaire. Mais ensuite, vers l'équateur de la vie, un grand tournant se produit. L'âme, ayant accompli son programme extérieur, commence à réclamer de l'attention. Elle frappe à notre porte à travers les rêves, une nostalgie inexplicable, des crises. Elle exige que nous cessions de regarder vers l'extérieur pour enfin tourner notre regard vers l'intérieur. Ce grand tournant, ce voyage de la seconde moitié de la vie, il l'a appelé d'un seul mot, l'individuation. Ce n'est pas simplement du développement personnel, c'est quelque chose de bien plus grand. C'est le processus de devenir ce que vous étiez né pour être, en soustrayant tous les masques, tous les rôles sociaux et toutes les attentes des autres. C'est le voyage vers votre totalité, vers votre soi. C'est la tâche principale et sacrée de l'automne et de l'hiver de notre âme. Jung a été le premier à créer une carte détaillée de cette transition. Et c'est précisément cette carte dont nous avons besoin pour ne pas nous perdre dans le temps fertile mais brumeux de l'automne de l'âme. Elle nous aidera à comprendre ce qui se passe, où nous allons et quel grand objectif se cache derrière notre crise actuelle. Pour comprendre l'essence de ce grand voyage que Jung a appelé l'individuation, utilisons une métaphore qu'il aimait beaucoup lui-même. Imaginez votre vie comme l'histoire d'un navire et d'une lointaine île au trésor. La première moitié de la vie, jusqu'à 35-40 ans environ, est entièrement consacrée à une grande tâche, la construction du navire. Vous naissez sans lui, échoué sur le rivage d'un immense et bruyant continent appelé la société. Et le premier ordre que vous entendez est « construit ». On vous donne des plans, éprouvés par des générations, école, université, carrière, famille. Vous allez dans la forêt pour apprendre à abattre des arbres. C'est votre éducation, vos compétences. Vous cherchez une place sur le chantier naval social, où il y a des outils et des ressources. C'est votre travail, votre place dans la société. Vous rassemblez un équipage pour vous aider dans ce travail titanesque. Ce sont vos amis, vos partenaires, votre famille. Année après année, vous travaillez. Vous assemblez des planches, vous les enduisez de goudron, vous dressez des mâts. C'est un travail incroyablement dur, épuisant, mais absolument nécessaire. C'est le travail de votre ego. L'ego est votre capitaine constructeur intérieur, votre contremaître. Sa tâche est de construire un navire solide, fiable et navigable, capable de résister à n'importe quelle tempête. Vous le peignez aussi soigneusement,
Vous hissez des drapeaux, vous installez une fière figure de proue. C'est votre persona, votre masque social, la partie de vous que vous montrez fièrement aux habitants du port. Sans un navire solide, sans un ego fort et sain, toute navigation se terminera en catastrophe à la première tempête. Votre première moitié de la vie n'est pas une erreur, c'est un chef-d'œuvre d'adaptation et de survie. Et puis la crise survient. Le moment où le navire est construit, il est magnifique, il a été mis à l'eau. Tout le port applaudit. Vous avez accompli tout ce que les plans exigeaient. Et à ce moment précis, au lieu du triomphe, un silence glacial s'insinue dans votre âme. Le travail est terminé. Mais où naviguer? Les plans ne contenaient pas de carte de l'océan. Il n'y avait qu'un plan de construction du navire. Et que commencez-vous à faire? Vous faites la seule chose que vous savez faire. Vous continuez à construire. Vous ajoutez un autre mât, un cinquième, qui n'est plus nécessaire. Vous polissez le pont jusqu'à ce qu'il brille comme un miroir. Vous repeignez les flancs d'une nouvelle couleur à la mode. Vous êtes au port et vous regardez avec nostalgie les jeunes qui ne font qu'abattre leurs premiers arbres et vous enviez leurs tâches claires et compréhensibles. Votre frustration, votre apathie, c'est la nostalgie de votre navire pour l'océan. La crise de la quarantaine est la révolte d'un équipage fatigué de briquer le pont au port, alors que toute sa nature aspire au vent salé et aux horizons inconnus. Et c'est le début de la seconde moitié de la vie, le passage de la construction à la navigation. Maintenant, la tâche change radicalement. Elle n'est plus extérieure, mais intérieure. Le but n'est pas d'améliorer le navire, mais de trouver la carte et de mettre le cap sur votre, et seulement votre, île au trésor. Cette île est votre soi, votre totalité, le centre authentique de votre personnalité. La carte pour y parvenir n'est pas fournie par la société. Elle est dessinée à l'encre invisible au dos de vos rêves, dans le murmure de votre intuition, dans d'étranges coïncidences et synchronicités. Votre tâche est d'apprendre à la lire. Le voyage vers cette île est l'individuation, et il requiert des compétences tout à fait différentes. Non pas la force, mais la sagesse. Non pas l'ambition, mais l'humilité. Non pas l'art de parler, mais l'art d'écouter le silence. Cette carte des deux moitiés de la vie peut sembler abstraite. Rendons-la vivante. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire qui se déroule en ce moment même, à cet instant précis, dans des milliers de vies à travers le monde. L'histoire de Michael. Michael a 45 ans et il est architecte. Mais pas n'importe quel architecte. C'est celui dont le nom est imprimé sur les couvertures des magazines de luxe. Ces bâtiments, des monolithes froids et parfaits de verre et d'acier, définissent le visage de la ville. Son navire a été construit selon les meilleurs plans. Une coque faite d'une éducation de premier ordre, des mâts faits de récompenses prestigieuses, un équipage composé d'une femme magnifique et de 2 enfants dans une école privée, son port, une magnifique maison conçue par lui-même avec des fenêtres panoramiques. Du point de vue de la première moitié de la vie, Michael n'était pas seulement un capitaine, il était un amiral. Mais la nuit, quand la maison se taisait, Michael se tenait près de ses immenses fenêtres et se sentait vide. Vide comme l'un de ces magnifiques bâtiments au cœur de la nuit, quand à l'intérieur, il n'y a que le bourdonnement de la ventilation et le reflet d'une silhouette solitaire dans les vitres sombres. Il avait atteint le sommet, mais avait découvert qu'il n'y avait pas d'air. Le café du matin avait un goût de cendre. Les réunions importantes, où il défendait avec brio des projets de plusieurs millions, se déroulaient comme dans un brouillard. Il était là, mais il n'y était pas. Et puis les rêves ont commencé. Ce n'était pas un cauchemar, mais quelque chose de plus troublant, un appel insistant et mélancolique. Chaque nuit, il rêvait de la même chose. Il se tient sur le rivage d'une île rocheuse et brumeuse. Il sent sur son visage l'embrun salé et humide. Il entend les cris des mouettes et le fracas des vagues sur les rochers glissants. Et au centre de l'île, au sommet même de la falaise, se dresse un vieux phare abandonné. Le plâtre s'est écaillé, la lanterne est brisée, mais Michael savait dans son rêve qu'il avait autrefois brillé. Cette image l'effrayait par sa désolation, tout en l'attirant inexplicablement. Il se réveillait avec une nostalgie aiguë et incompréhensible pour un endroit où il n'était jamais allé. Un matin, on l'a appelé, on lui a proposé le projet de sa vie, le plus haut gratte-ciel de la ville, le sommet de sa carrière. 10 ans plus tôt, il aurait tout donné pour cela.
Il a écouté, a remercié poliment et a dit qu'il y réfléchirait. En raccrochant, il a ressenti un vide absolu et retentissant. Ce gratte-ciel lui a semblé être un mât de plus, le plus haut et le plus insensé sur son navire amarré au port. Et alors il a fait quelque chose qu'il ne pouvait expliquer ni à lui-même, ni à personne d'autre. Au lieu de se rendre à son bureau impeccable, il est allé dans un autre quartier de la ville, où se trouvait un vieux magasin de fournitures pour artistes. Il est entré, respirant l'odeur inconnue et épaisse de la térébenthine et de l'huile de lin. Se sentant comme un imposteur ridicule, il a acheté une grande toile, quelques pinceaux et un ensemble de peintures à l'huile. De retour chez lui, il s'est isolé dans son bureau, a posé la toile sur un chevalet et a simplement contemplé sa blancheur éblouissante. Et puis il a commencé à peindre. Ses mains, habituées à tracer des lignes impeccables, précises au millimètre près, de bâtiments, mélangeaient maintenant avec maladresse et hésitation des peintures grises et bleues. Il n'essayait pas de créer un chef-d'œuvre. Il ne pensait pas à la technique ou à la composition. Il essayait de saisir non pas la logique du béton et du verre, mais la logique du brouillard et d'un phare solitaire et abandonné. C'était maladroit. Ce n'était pas pour l'argent, ni pour la gloire, ni pour une exposition. C'était le premier acte de service non pas à son CV, mais à son âme. Ce jour-là, Michael, l'amiral du port social, a cessé de polir son navire. Il a pris en main la première carte, brute, dessinée par lui-même, et a commencé sa longue et brumeuse navigation vers l'île. L'histoire de Michael s'interrompt sur ce premier coup de pinceau hésitant, car c'est là que commence votre histoire. Voyons comment son voyage se reflète dans le miroir de votre âme. Comprenez l'essentiel. Michael n'est pas seulement un personnage de fiction. Michael est un archétype, une force psychologique qui s'éveille en vous en ce moment même. Son histoire est votre histoire, racontée dans le langage des symboles. Votre sentiment qu'il est trop tard pour commencer, dont nous avons parlé au tout début, c'est la nostalgie de votre navire parfaitement construit pour l'océan. Vous, comme Michael, êtes au port, regardant les jeunes qui ne font que construire leurs petits bateaux fragiles, et vous ressentez une pointe d'envie étrange. Pourquoi? Parce que leur tâche vous est compréhensible. Elle est mesurable. Elle appartient à la première moitié de la vie, à sa logique et à ses valeurs. Vous essayez de vous juger, vous, capitaine au long cours, selon les critères d'un charpentier de marine. Vous regardez votre magnifique frégate et vous vous reprochez de ne plus abattre d'arbres dans la forêt. Mais votre tâche est désormais tout autre. Votre tâche n'est pas de construire. Votre tâche est de hisser les voiles. Traduisons le langage de vos symptômes dans le langage de cette métaphore. Votre apathie n'est pas une dépression. C'est l'ennui mortel de votre équipage intérieur, prêt pour une grande traversée, mais contraint de briquer sans fin le même pont dans le même port. Votre anxiété inexplicable n'est pas une crise de panique. C'est le grincement des cordages tendus et le gémissement des mâts de votre navire, qui sent le vent du changement et se débat pour se libérer de ses amarres. Votre sentiment d'absurdité n'est pas le signe que vous êtes un raté. C'est l'état naturel d'un capitaine qui regarde un navire impeccable et un océan sans limite, mais qui n'a pas une seule ligne sur sa carte de navigation. Et le plus important, cette attirance étrange, illogique, inutile, qui vous saisit. Apprendre à jouer de la guitare, étudier la mythologie ancienne, errer des heures seul dans la forêt, le désir d'écrire un livre que personne ne lira, c'est l'appel de votre phare. Ce sont les premiers signaux faibles de votre île personnelle et inexplorée. Votre ego, votre esprit rationnel, les dévalorise immédiatement. Pourquoi? Ça ne rapportera pas d'argent. C'est stupide. Tu n'as pas le temps pour ça. Mais votre âme murmure, c'est la seule chose pour laquelle tu as vraiment le temps. Et c'est là que se pose la question la plus importante. Est-ce que cela signifie que je dois tout abandonner? Détruire le navire que j'ai construit pendant des décennies? Non, catégoriquement non. Jung n'a jamais appelé à la destruction de l'ego. Un navire faible sombrera à la première tempête. Votre expérience, votre carrière, votre famille, ce n'est pas une prison. C'est votre flotte, votre base, votre force. La tâche n'est pas de brûler le navire. La tâche est de lever enfin l'ancre. Et lorsque vous comprenez que votre Michael intérieur cherche aussi son phare, lorsque vous ressentez cette résonance dans votre propre poitrine, nous arrivons au cœur même de notre voyage d'aujourd'hui. Nous passons de la compréhension à l'action.
non pas à une action extérieure et agitée, mais au premier pas intérieur, silencieux, mais le plus important. Je vous ai posé la première question sur ce que vous essayez de retenir de votre été. Et maintenant, une autre question, plus profonde, plus intime. Une question non pas sur le passé, mais sur l'avenir qui vous murmure déjà depuis le brouillard. Quel phare vous apparaît en rêve? Quelle activité étrange, illogique, absolument inutile du point de vue de votre CV vous appelle doucement lorsque votre critique intérieure s'endort et que la voix des attentes sociales se tait? Dans ces rares moments de silence, qu'est-ce qui parvient jusqu'à vous? Peut-être est-ce le désir d'apprendre à jouer de la guitare, non pas pour devenir une rockstar, mais simplement pour sentir la vibration des cordes, traverser vos doigts et résonner avec votre corps. Ou est-ce l'attrait pour l'étude de l'histoire des civilisations anciennes, non pas pour un diplôme, mais pour entendre les voix de ceux qui ont vécu et aimé des milliers d'années avant vous et vous sentir partie de quelque chose de plus grand? Peut-être est-ce l'idée de partir comme volontaire dans un pays lointain, non pas pour sauver le monde, mais pour vous sauver de la routine familière et vous rencontrer vous-même? Ou est-ce le rêve d'écrire un livre que, peut-être, personne ne lira jamais, mais le processus même de son écriture vous aidera à comprendre enfin qui vous êtes? Ou peut-être est-ce quelque chose de très simple et de très terre-à-terre? Démonter la vieille moto de votre père dans le garage en sentant l'odeur de l'essence et de l'huile. Apprendre à faire du pain selon la recette de votre grand-mère. Étudier les cartes du ciel la nuit, simplement pour vous souvenir de l'infini. Et maintenant, je vous demande de faire quelque chose qui peut paraître étrange, mais qui a une force psychologique immense. Partagez-le dans les commentaires et écoutez bien pourquoi. Pas pour moi, pas pour les likes et l'approbation, mais pour vous. Car une pensée non exprimée est de la vapeur. Un mot écrit est une goutte d'eau. De ces gouttes naissent les océans. Lorsque vous donnez un nom à votre appel intérieur et que vous le lancez dans le monde, vous le rendez réel. Vous dites à votre âme, « Je t'entends ». Votre critique intérieure, votre ego, résistera. Il criera que c'est stupide, naïf, honteux. Que cela n'intéresse personne. Ignorez-le, écrivez-le, même si vos mains tremblent. Car l'acte de nommer est le premier acte de création. Et puis faites autre chose. Parcourez les commentaires. Vous ne verrez pas seulement du texte. Vous verrez notre port commun, rempli de navires prêts à appareiller. Vous verrez des centaines, peut-être des milliers d'autres phares, mais qui brillent depuis le brouillard d'autres vies. Vous comprendrez avec une clarté stupéfiante, vous ne devenez pas fou. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une grande caravane invisible d'âmes qui, en ce moment même, passe de la construction à la navigation. Nous avons donc établi que votre crise n'est pas une panne, mais une transition légitime. Nous avons vu qu'il s'agit d'un changement de saison de l'âme, d'un passage de la construction du navire à la navigation. Mais maintenant, nous devons aller encore plus loin. Nous ne devons pas seulement comprendre cette crise, nous devons complètement changer notre relation avec elle. Et maintenant, je vais dire quelque chose qui peut sembler insensé. Votre crise n'est pas seulement un phénomène normal. Votre crise est la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Ce n'est pas un ennemi venu vous détruire. C'est votre navigateur le plus fidèle, bien que le plus sévère. Votre douleur, votre nostalgie, votre apathie, ce ne sont pas des interférences sur le radar. C'est le radar lui-même. C'est le système de guidage de votre âme qui tente désespérément de vous ramener sur le bon cap. Pensez-y. C'est la douleur aiguë de l'absurdité qui vous pousse enfin à mettre de côté les vieilles cartes erronées du succès et à commencer à chercher la vôtre, l'authentique. C'est l'apathie envers les anciens objectifs qui n'est pas un manque d'énergie, mais le signal que le carburant de la première moitié de la vie, le carburant de l'approbation extérieure et des réussites sociales, est épuisé. Et votre navire n'avancera pas tant que vous n'aurez pas trouvé une nouvelle source, une source intérieure. L'âme utilise l'inconfort comme son outil sacré pour forcer l'ego, ce capitaine trop sûr de lui, à lâcher enfin la barre et à admettre qu'il ne connaît pas le chemin à travers ce nouvel océan inexploré. C'est cette tempête même qui vous fait dévier de votre cap confortable mais erroné, qui brise vos instruments de navigation habituels et vous oblige pour la première fois depuis des années à lever les yeux du pont vers les étoiles éternelles. Mais votre crise n'est pas seulement un navigateur, c'est aussi un four alchimique.
Le grand œuvre des alchimistes médiévaux ne consistait pas à transformer littéralement le plomb en or. C'était une métaphore psychologique profonde, une métaphore de l'individuation. C'était le processus de transformation de la matière sombre, lourde et inconsciente de l'âme, le plomb, de nos souffrances, de nos peurs et de nos complexes, en l'or, brillant et incorruptible du sens et de la totalité. Votre nostalgie, vos regrets, votre ennui, vos peurs, ce ne sont pas des déchets dont il faut se débarrasser. C'est votre prima materia, c'est votre plomb sacré. Et ce n'est qu'en vous plongeant dans sa lourdeur, qu'en acceptant son obscurité, que vous pouvez commencer le grand œuvre de la transformation. Alors cessez de lutter contre votre crise. Cessez d'essayer de l'étouffer avec le travail, les divertissements, les nouveaux achats. Commencez à l'écouter. Asseyez-vous avec elle dans la même pièce. Posez-lui une question. Qu'es-tu venu m'apprendre? Quel message portes-tu de mon âme? Remerciez-la. Elle est venue pour vous sauver de la seule véritable tragédie de la vie humaine, la tragédie d'une vie non vécue. Et lorsque vous commencez à écouter votre crise, lorsque vous la reconnaissez comme votre navigateur, vous découvrez une chose étonnante. Elle ne parle pas du monde extérieur, elle parle de vous. Elle désigne les parties de votre âme que vous avez laissées en exil en construisant votre magnifique navire. Votre ego, habitué à la logique de la première moitié de la vie, essaie de résoudre les problèmes de l'automne avec les méthodes de l'été. Il crie « Il faut faire quelque chose !» Changer de travail, déménager dans une autre ville, trouver un nouveau partenaire, acheter une nouvelle voiture, c'est-à-dire qu'il vous propose de reconstruire et de repeindre sans cesse le navire amarré au port. C'est sa seule compétence. Mais l'âme exige autre chose. Par conséquent, le changement majeur que vous devez opérer est un changement dans la question même que vous vous posez. Cessez de demander « Que dois-je faire ?» Cette question appartient à l'été. Commencez à demander « Qui dois-je devenir ?» Cette question appartient à l'automne. La tâche de la seconde moitié de la vie n'est pas de accomplir, mais de intégrer. Le but n'est plus de construire une persona parfaite pour le monde, mais de rassembler une âme entière pour soi-même à partir des fragments. Et ce travail d'intégration se déroule sur deux fronts principaux. Premièrement, c'est l'intégration de l'ombre. L'ombre n'est pas le mal. L'ombre, ce sont toutes les parties de vous que vous avez rejetées, refoulées et cachées dans la cale de votre navire parce qu'elles ne correspondaient pas au plan de votre succès. Pour certains, c'est leur part créative, irrationnelle, rêveuse, qu'il a fallu sacrifier pour une carrière stable. Pour d'autres, c'est leur vulnérabilité et leur sensibilité, considérées comme une faiblesse dans le monde impitoyable des affaires. Pour un troisième, c'est sa saine colère et sa capacité à dire « non », qui ont été refoulés pour jouer le rôle de la « bonne personne ». Votre tâche est de descendre dans cette cale, de faire connaissance avec ces exilés, de les écouter et de leur donner une place sur le pont. Une force vitale immense est cachée dans votre ombre, sans laquelle votre navigation sera fade et sans joie. Deuxièmement, c'est l'intégration de l'anima ou de l'animus. Pour le dire simplement, c'est la rencontre avec votre opposé intérieur. Pour un homme, cela signifie se lier d'amitié avec sa femme intérieure, l'anima, la source de ses sentiments, de son intuition, de sa capacité relationnelle, de son lien avec la nature. Pour une femme, c'est l'intégration de son homme intérieur, l'animus, la source de sa logique, de sa structure, de sa capacité à agir dans le monde, de sa colonne vertébrale intérieure. Dans la première moitié de la vie, nous projetons souvent ces figures sur nos partenaires, cherchant en eux ce qui nous manque en nous. Dans la seconde moitié de la vie, l'âme exige que nous trouvions ces qualités à l'intérieur de nous, pour que l'homme devienne non seulement fort, mais aussi sensible. Et la femme, non seulement attentionnée, mais aussi autonome. C'est ce mariage intérieur qui donne naissance à la véritable sagesse et à la totalité. C'est là le vrai travail. Non pas une lutte extérieure, mais un dialogue intérieur. Non pas la conquête du monde, mais la réconciliation avec soi-même. Ce chemin d'intégration, cette rencontre avec l'ombre et l'anima, peut sembler effroyablement abstrait. Comment puis-je parler à ce que je ne vois pas? Comment puis-je trouver ce que j'ai caché à moi-même pendant des décennies? Heureusement, nous avons un outil, simple comme un crayon et du papier, et puissant comme l'instrument de navigation le plus parfait. Appelons-le « tenir un journal de bord ».
Et je le dis tout de suite, ce n'est pas le journal intime auquel vous êtes peut-être habitué. Ce n'est pas un journal de réussite où vous notez vos accomplissements. Ce n'est pas un agenda où vous planifiez des réunions et des tâches. C'est quelque chose de complètement différent. C'est votre canal de communication sacré et protégé avec l'inconscient. Voici une instruction pratique. Chaque matin, avant de prendre votre téléphone, avant que le flux d'informations et les discussions de travail n'envahissent votre conscience, consacrez-y 15 minutes. Juste 15 minutes de silence. Ce n'est pas le moment de planifier la journée pour votre ego, c'est le moment d'écouter votre âme. Que faites-vous pendant ces 15 minutes? 3 choses simples. Premièrement, notez vos rêves. Même les bribes les plus étranges, les plus absurdes, les plus décousues. N'essayez pas de les analyser ou de les comprendre. Contentez-vous de noter les images, les sentiments, les mots. Les rêves sont des messages directs, non cryptés, bien que symboliques, de votre soi. En les notant, vous dites à votre monde intérieur « J'écoute, je suis prêt à accepter la carte ». Deuxièmement, nommez vos sentiments. Écrivez simplement « Aujourd'hui, je ressens ». Et laissez le mot apparaître. Une tristesse silencieuse, une anxiété inexplicable, une apathie sourde, de l'irritation. En donnant un nom à un sentiment, vous le sortez du brouillard pour le mettre en lumière. Vous cessez d'être ce sentiment et vous commencez à le regarder. C'est le premier pas vers le dialogue. Et troisièmement, le plus important, parlez-leur. Choisissez l'un des sentiments que vous avez notés. Par exemple, votre nostalgie. Et directement sur le papier, posez-lui une question. Écrivez « Ma chère nostalgie, je te vois. Je ne vais plus te fuir. Dis-moi, que veux-tu pour moi? Quel message important portes-tu? De quoi essaies-tu de me protéger ?» Et puis, sans réfléchir, commencez à écrire la réponse en son nom. Laissez votre main bouger d'elle-même. Ce n'est pas de la magie, c'est l'imagination active, une technique que Jung considérait comme essentielle pour l'individuation. Vous serez surpris de voir à quelle vitesse ces monstres brumeux de vos sentiments se transformeront en sages conseillers dès que vous leur donnerez la parole sur le papier. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que le journal de bord est votre pont d'entraînement. C'est là que vous apprenez le langage de votre âme. Vous cessez d'être une victime passive de vos états et vous en devenez l'explorateur actif. Vous êtes le capitaine qui ne se contente pas de regarder les instruments, mais qui monte sur le pont et apprend à lire les signes du vent, des vagues et des étoiles. C'est le pas le plus pratique, le plus réel que vous puissiez faire pour commencer votre navigation. Et lorsque vous commencerez à tenir ce journal de bord, lorsque vous commencerez ce dialogue avec les profondeurs de votre âme, vous découvrirez en vous une ressource que vous ne soupçonniez même pas. Une ressource qui n'est accessible qu'à vous et seulement maintenant. La société, avec son culte de l'éternelle jeunesse, vous murmurera à l'oreille le mensonge le plus destructeur. Elle vous dira que votre meilleur temps est derrière vous, que vous avez manqué votre chance, que le train est parti. C'est un mensonge intéressé et ignorant. Parce qu'en ce moment même, vous avez ce qu'aucun génie de 20 ans, aucun jeune talent n'a ou ne peut avoir. Vous avez l'expérience. Vous avez un navire construit. Votre ego que vous avez construit si longtemps et si péniblement n'est pas votre ennemi. C'est votre plus grand atout. C'est une coque solide, éprouvée par des dizaines de tempêtes. Ce sont des mâts qui ont résisté au vent des déceptions et des trahisons. Ce sont les muscles de votre âme, entraînés par des années de responsabilité et de travail. La jeunesse navigue sur une barque légère, maniable mais fragile. Vous êtes sur le pont d'une frégate. Toutes vos prétendues erreurs, toutes les impasses et les mauvais virages, ce n'est pas un fardeau qui vous tire vers le fond. C'est du lest. C'est précisément ce qui donne à votre navire la stabilité qui l'empêchera de chavirer dans l'océan de l'inconscient. Vos cicatrices ne sont pas une laideur. C'est la carte marine de vos voyages passés, et c'est seulement grâce à elle que vous pouvez trouver le chemin vers de nouvelles rives inexplorées. Retenez cette formule simple. La première moitié de la vie nous donne la force de l'ego, la force de construire, d'accomplir, de conquérir, de survivre dans le monde extérieur. La seconde moitié de la vie nous donne la chance d'acquérir la sagesse du soi, la sagesse d'écouter, d'intégrer, de guérir, de donner un sens. Et ce n'est qu'en unissant la force et la sagesse que l'on peut atteindre le véritable trésor.
La jeunesse, avec son énergie sans limite, peut conquérir le monde, mais seule la maturité, avec son expérience accumulée, est capable de lui donner un sens. Votre voyage ne se termine pas. Il ne fait que commencer, et vous y êtes préparé comme vous ne l'avez jamais été auparavant. Avant, vous n'aviez que la force, mais pas la question « Pourquoi ?» Maintenant, à votre force s'ajoute l'appel du sens. Vous avez à la fois le navire et le désir ardent de trouver la carte. Vous vous trouvez au point le plus puissant, le plus fécond de votre vie. Vous êtes sur la passerelle du capitaine. Le vent gonfle les voiles. Votre grande navigation commence maintenant. Et voilà, debout sur le pont de votre navire, avec un nouvel outil en main et une nouvelle compréhension dans le cœur, jetons un nouveau regard sur la carte de tout notre voyage d'une heure. Nous avons commencé dans le brouillard de la confusion, dans la panique silencieuse de la question « Et c'est tout ?» Nous avons traversé la déconstruction des faux mythes, la découverte de la grande carte de Jung, la rencontre avec notre crise intérieure en tant que sage navigateur. Et maintenant, à ce stade, nous pouvons résumer tout notre parcours en une seule idée maîtresse et libératrice. Donc, si l'on résume tout ce qui a été dit à une seule idée principale, la loi fondamentale du second départ est d'une simplicité géniale. La vie n'est pas un sprint comme on essaie de nous le faire croire. C'est un marathon, composé de deux distances complètement différentes, presque opposées dans leur essence. La première distance est une course de vitesse. Nous la courons dans la première moitié de notre vie. C'est une piste brillante, bruyante, extérieure, tracée dans le stade de la société, sous les applaudissements et les regards critiques de la foule. Sur cette distance, nous prouvons au monde que nous pouvons. Nous pouvons obtenir une éducation, construire une carrière, fonder une famille, être fort, réussir, être efficace. C'est la distance de l'ego, et elle est absolument nécessaire. C'est là que nous développons nos muscles, notre endurance, notre volonté. Mais ensuite, la piste quitte le stade lumineux pour s'enfoncer dans une forêt silencieuse, ancienne et crépusculaire, et la deuxième distance commence. C'est une course en profondeur. Ici, il n'y a pas de spectateurs, pas de juge, pas de ruban d'arrivée à franchir sous les flashs des appareils photo. Le seul qui vous observe, c'est vous-même. Sur cette distance, la tâche change. Nous ne prouvons plus que nous pouvons. Nous commençons à explorer silencieusement et honnêtement qui nous sommes. C'est la distance du soi. Et la récompense n'est pas une médaille d'or de reconnaissance extérieure, mais l'acquisition de notre propre totalité. Et votre crise, votre fatigue, votre sentiment d'être en retard, ce n'est pas un mur contre lequel vous vous êtes heurté. Ce n'est pas la ligne d'arrivée d'une course perdue. C'est simplement une arche sur la piste, marquant la fin de la première distance et le début de la seconde. La plus importante, la plus sensée. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes arrivé à temps. Pour le départ le plus important de votre vie, cette idée n'est pas seulement une théorie, c'est une graine. Et si vous lui permettez de germer, elle changera tout le paysage de votre vie intérieure. Jetons un coup d'œil un instant à cet avenir possible. Imaginez votre vie dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, si vous vous engagez sur cette voie. N'imaginez pas des changements extérieurs, une nouvelle maison ou une nouvelle voiture. Imaginez un changement dans la qualité même de votre être. Imaginez une vie où vous ne courez plus après les choses, mais où vous suivez un chemin. Où vos décisions ne sont pas dictées par la peur panique d'être en retard, ni par le regard envieux sur les succès des autres, mais par la voix calme et assurée de votre boussole intérieure. Une vie où vous avez appris à distinguer le cri fort et exigeant de l'ego du murmure calme et sage du soi. Imaginez que votre douleur passée, vos cicatrices et vos erreurs ont cessé d'être un motif de regret pour devenir la source de votre plus grande force, votre sagesse et votre compassion. Ce ne sera pas une vie sans difficulté. L'océan sera toujours un océan et il y aura toujours des tempêtes. Un navire qui a quitté le port rencontrera toujours des vagues. Mais la différence sera colossale. Ce sera une vie où les tempêtes ont un sens, où chaque difficulté n'est pas une punition absurde, mais une leçon de navigation, une occasion de devenir un capitaine plus habile de son âme. Ce sera une vie où vous résolvez enfin vos propres problèmes et non ceux qui vous sont imposés de l'extérieur. C'est le port vers lequel mène le chemin de l'individuation.
Ce n'est pas une île paradisiaque où il n'y a pas de soucis. C'est une baie intérieure profonde et protégée, où votre navire peut trouver le repos même dans la plus forte tempête. Parce qu'il ne cherche plus l'approbation sur le rivage. Il a trouvé sa propre ancre dans les profondeurs. C'est une vie remplie non pas de succès, mais de sens. Et cet avenir est possible. Il commence avec le courage que vous avez montré en restant avec nous sur ce chemin jusqu'au bout. Merci. Merci d'avoir partagé cette heure avec nous. Dans un monde obsédé par la vitesse et les réponses superficielles, consacrer du temps à la profondeur est un acte de rébellion silencieuse. Regarder en face sa crise, sa nostalgie, sa peur, demande un courage immense. Et vous l'avez fait. En faisant cela, vous avez cessé d'être un simple spectateur. Vous êtes devenu un compagnon de voyage. Vous avez rejoint une communauté invisible mais puissante. La communauté de ceux qui cherchent non pas tant le succès que la totalité. De ceux qui comprennent qu'il faut construire non seulement une carrière, mais aussi une âme. De ceux qui sentent que la navigation la plus importante est la navigation vers soi-même. C'est une communauté de personnes qui en ont assez des fausses cartes et qui ont décidé de faire confiance à leur boussole intérieure. Des personnes qui comprennent que le changement des saisons de l'âme n'est pas une tragédie, mais une grande loi de la vie. Vous n'êtes pas seul dans cette navigation. Regardez les commentaires sous cette vidéo. Ce ne sont pas que des mots. Ce sont les feux d'autres navires dans l'océan nocturne. C'est votre flottille. Chaque commentaire, chaque like, chaque aveu honnête est un signal. Je suis là. Je suis en chemin aussi. Nous naviguons ensemble. Notre navigation commune d'aujourd'hui touche à sa fin, mais votre grand voyage personnel ne fait que commencer. Et pour que nous puissions continuer à consulter les cartes et à explorer ensemble ces eaux profondes, je vous demande de faire quelque chose simple mais importante. Si ce voyage a eu de la valeur pour vous, si vous avez senti que cette carte de l'âme résonne avec votre paysage intérieur, je vous invite à rejoindre officiellement notre équipage. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines expéditions dans les territoires inexplorés de la psyché. Il y a encore de nombreuses îles à découvrir et de nombreux symboles anciens à déchiffrer. Et pour être sûr d'entendre le signal lorsque nous lèverons l'ancre à nouveau, cliquez sur la cloche. Considérez-la comme votre cloche de navire personnel qui vous appellera sur le pont dès qu'un nouveau départ sera annoncé. C'est le meilleur moyen de recevoir nos signaux de navigation à temps. Votre participation est le vent dans nos voiles. Et chacun de vos likes n'est pas seulement un chiffre sous la vidéo. C'est quelque chose de bien plus significatif. C'est le feu d'un phare que vous aidez à allumer pour les autres. À chaque clic, le faisceau de lumière de notre phare commun devient plus brillant, perçant le brouillard et aidant d'autres navires en quête à trouver le chemin de ce port. Et enfin, si au cours de notre conversation, le visage d'un ami, d'un collègue ou d'un proche vous est venu à l'esprit, quelqu'un qui, vous le sentez, se trouve également dans son port froid, sans savoir où naviguer, partagez cette carte avec lui. Peut-être que ce sera le signe qui l'aidera à comprendre que sa crise n'est pas une impasse, mais une invitation au plus grand voyage de sa vie. Merci pour votre courage. Merci pour votre temps. Et souvenez-vous, votre âme connaît le chemin. Notre tâche est d'apprendre à l'écouter.